Maman a crié, dégage. T'es un parasite. Alors je suis parti. Des mois plus tard, papa a exigé de savoir pourquoi son camion avait disparu. Ma réponse les a laissés sans voix. Merci infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui. Avant de plonger dans l'histoire, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Maintenant, passons à l'histoire du jour. J'ai 22 ans, debout dans le salon que j'ai connu toute ma vie, et la voix de ma mère me transperce comme un couteau émoussé. T'es un parasite égoïste, Tom. Dégage, et ne reviens pas. Son visage est rouge, ses yeux fous, comme si j'avais brisé quelque chose qu'elle ne pourra jamais réparer. Papa est près du fauteuil, les yeux rivés au sol, son silence plus lourd encore que ses mots. Jenna, ma grande sœur, est adossée au mur, les lèvres tordues en un rictus de victoire. Kyle, mon petit frère, murmure, tant mieux, non? En shootant dans le tapis. J'ai toujours été le mouton noir, celui qui bosse tard au garage pour aider à payer les factures, l'électricité, le Wi-Fi, tout ce qu'ils utilisent sans jamais y penser. Ce soir, le drame, c'est que j'ai raté l'anniversaire de Jenna. Je faisais un double shift pour couvrir leur connexion Internet ce mois-là, mais personne ne s'en souciait. Ce n'est pas la première dispute, mais cette fois, c'est différent. Définitif. Les mots de maman ne sont pas dits sous la colère. C'est une porte qu'on claque à jamais. Je monte dans ma chambre, celle avec le lit grinçant et les posters de baseball délavés, et je prends mon sac de sport. J'y mets un jean, quelques t-shirts, ma vieille veste. Des choses qui sentent la maison, l'huile de moteur et la lessive. Mes mains tremblent, mais je continue. J'aimerais dire quelque chose pour qu'ils me voient enfin, mais ma gorge est nouée. À quoi bon? Ils ont déjà décidé qui j'étais. Je sors, l'air de la nuit me pique le visage. La lumière du Porsche bourdonne, projetant des ombres sur la boîte aux lettres qu'on a peinte en bleu quand j'avais 10 ans. J'entends le clic de la serrure derrière moi. Mon vieux pick-up Chevy est garé devant, avec $200 en poche et un demi-plein. Je monte dedans, serre le volant et ressens tout le poids de la colère de maman, du silence de papa, du mépris de Jenna, et de la pique de Kyle. Je ne quitte pas juste une maison. Je perds ma famille. La route devant moi est sombre, je ne sais pas où elle mène, mais je démarre le moteur en me promettant de m'en sortir. Les premières nuits après avoir quitté la maison, je dors à peine. Mike, un pote du garage, me laisse squatter son canapé. Je suis reconnaissant, mais ce n'est pas chez moi. Ça sent le café et les poils de chien, et son pitbull, Rusty, ronfle plus fort qu'un vieux moteur. Je reste là à fixer le ventilateur au plafond, ses pales tremblotant comme mes pensées. Je revois sans cesse le visage de maman, déformé par la colère, et les yeux de papa, fixés au sol. Je me demande s'ils dorment bien, si Jenna sourit encore, si Kyle ressent un semblant de remords. Mike ne me force pas à parler, il me tend juste une bière en disant « Tu vas t'en sortir, Tom ». Il a ses propres galères, alors je ne peux pas rester éternellement. Je passe mes journées à chercher un endroit à moi. Le garage paie correctement, mais les loyers ici sont monstrueux. Je fais le tour, je scrute les panneaux dans les stations-service, je feuillette les petites annonces tachées de graisse. La plupart demandent un mois de caution, plus le premier et le dernier loyer, hors de portée avec mes $200 et mon salaire déjà cramé. Je ne suis pas difficile, je veux juste un coin à moi, un endroit où respirer. Au bout d'une semaine, je trouve une annonce pour un studio à la périphérie de la ville. Un vieux bâtiment en briques, avec une sonnette à moitié morte et une benne à ordures derrière. Je rencontre le propriétaire, un gars dans la soixantaine, poignée de main râpeuse comme du papier de verre. Il regarde mes bottes de travail et dit « Toi, tu vas payer à temps, je le sens. » L'appart, c'est pas un palace. Une seule pièce, un évier qui goûte, un frigo qui vibre comme s'il préparait un mauvais coup, et une fenêtre coincée. Le tapis est taché, les lumières clignotent si on appuie trop vite sur l'interrupteur. Mais debout là, sac en bandoulière, je ressens une étincelle, de la fierté, peut-être juste du soulagement. Je signe le bail, je donne chaque centime que j'ai, et je reçois une clé qui pèse lourd dans ma main. Ce soir-là, j'emménage. Moi, un sac de couchage, et 4 murs. Les murs sont nus, et le silence est bruyant. Mais c'est un début. Le lendemain, je file à l'Emmaüs du coin. Mon budget est plus serré qu'un boulon rouillé. Je trouve un matelas bosselé mais propre pour $20, et une lampe avec un abat-jour cabossé. La caissière, une femme aux cheveux gris et au sourire chaleureux, me demande si c'est mon premier appart. Je hoche la tête sans dire grand-chose, mais sa gentillesse me touche. De retour chez moi, je cale le matelas sous la fenêtre et je branche la lampe. Elle diffuse une lueur douce, juste assez pour que la pièce paraisse un peu moins vide. Je sors un vieux poster de mon sac, une scène de montagne un peu kitsch achetée dans un vide-grenier, et je le scotche au-dessus du lit. C'est pas grand-chose, mais c'est à moi, et ça compte. Allongé sur le matelas cette nuit-là, j'entends la télé du voisin à travers le mur,
un jeu télévisé avec des applaudissements qui semblent venir d'un autre monde. Je pense à la maison que j'ai quittée, celle avec le rôti de maman au four, les matchs de baseball de papa à la radio, la musique de Jenna qui résonne dans les murs. Je réparais les fuites pour eux, je tondais la pelouse avant d'aller bosser. Est-ce qu'ils remarquent que je ne suis plus là? Je tire le sac de couchage sur moi, la poitrine lourde, non pas de colère, mais de quelque chose de plus doux, plus triste. Je ne sais pas encore qui je suis sans eux. J'ai passé tellement de temps à essayer de tout maintenir debout, à payer des factures qu'on ne m'a jamais remercié d'avoir réglées, à faire des heures pour que Kyle ait des baskets neuves. Maintenant, je suis seul. Et je ne sais pas si c'est la liberté ou un vide impossible à combler. Je ferme les yeux, le goutte à goutte de l'évier rythmant les secondes. Je me dis que je vais y arriver. J'achèterai une chaise, peut-être un tapis, quelque chose pour rendre cet endroit réel. Je pense au garage demain, au bruit des outils, aux blagues des gars pendant la pause. Ce n'est pas une famille, mais c'est quelque chose à quoi m'accrocher. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'ai une clé, un lit, une lumière qui m'appartient. Pour l'instant, c'est suffisant pour avancer. Un jour après l'autre. Le garage est devenu ma bouée de sauvetage, un sanctuaire bruyant de clés à molette et d'huile moteur. Je me lève avant l'aube, enfilant mes vieilles bottes, celles dont les semelles se décollent comme des souvenirs usés. Mon studio est encore vide, juste le matelas, la lampe, et ce poster de montagne. Mais je suis dehors en vitesse, mon thermos de café à la main. Le garage est à 1 kilomètre, je fais le trajet à pied pour économiser l'essence. L'air est frais, sentant la rosée et le bitume. Je laisse le rythme de mes pas étouffer le silence dans ma tête. Je ne pense pas à la voix de ma mère ni au silence de mon père. Pas ici. Au travail, je suis dans mon élément. À 8 heures, j'ai déjà les mains dans le moteur d'une Chevy, en train de chercher la cause d'un raté d'allumage pendant que le rock classique grésille à la radio. Les gars, Pete, Carlos et Big Ray, sont une bonne compagnie. Ils me taquinent sur ma dépendance au café, mais ils ne posent pas de questions. J'aime ça. Je ne suis pas prêt à parler du fait que j'ai été viré, que ma famille me voyait comme un parasite alors que j'étais celui qui gardait leurs lumières allumées. Alors, je me concentre sur les bougies d'allumage, les vidanges, le déclic satisfaisant d'une clé. Je prends chaque heure supplémentaire possible, restant tard pour refaire une boîte de vitesse ou équilibrer des pneus. Les heures sup, c'est une bénédiction. Le loyer est payé, et j'ai assez pour une chaise pliante et un micro-ondes. De petites victoires, mais elles s'additionnent. Les pauses déjeuner sont mes préférées. On s'assoit derrière sur des caisses de lait, mangeant des sandwichs de la sandwicherie d'en face. Pete a toujours une histoire à raconter, un truc dingue de ses années de routier, et Carlos rit tellement qu'il s'étouffe avec son soda. Je ris avec eux, un sourire au coin des lèvres, mais je garde mes histoires pour moi. Je ne leur dis pas que je dînais avec Kyle en plaisantant sur les films de super-héros, ni que mon père et moi bricolions son vieux poste radio dans le garage. Ces moments-là semblent appartenir à une autre vie. Pourtant, les blagues des gars comblent un vide. Elles me font sentir que j'ai ma place, même si ce n'est que pour 1 heure. Mais un soir, alors que je ferme le garage, mon téléphone vibre. C'est Kyle, et mon estomac se tord. Je n'ai rien entendu de lui depuis cette nuit-là. Son message est court, tranchant, vraiment sympa Tom. Nous abandonner et encore devoir à Jenna sa facture de téléphone? Même pour toi, c'est bas. Je fixe l'écran, les mots deviennent flous. J'ai payé cette facture. 120 $, l'an dernier, quand Jenna avait juré qu'elle me rembourserait. Elle ne l'a jamais fait, et maintenant Kyle retourne l'histoire, me faisant passer pour le mauvais. Mon pouce hésite au-dessus du clavier, prêt à riposter, à lui balancer que j'ai payé leur Wi-Fi, leurs courses pendant des années. Mais je me retiens. À quoi bon? Ils ont déjà écrit leur version de l'histoire. Je range le téléphone dans ma poche et rentre chez moi, le trajet me semble plus long que d'habitude. Les lampadaires clignotent, projetant des ombres sur le trottoir fissuré, et je sens une brûlure dans la poitrine. Pas seulement de la colère, mais quelque chose de plus profond, comme une ecchymose qu'on ne remarque que lorsqu'on appuie dessus. Je repense à la maison, au moment où je rentrais du travail et voyais maman dresser la table, son pain de viande embaumant l'air. Je réparais tout ce qui cassait, robinet qui fuit, étagère bancale, parce que c'était ce que je faisais. Kyle a-t-il oublié ça? Ou n'ont-ils jamais vraiment fait attention? De retour à l'appart, je me laisse tomber sur le matelas, les ressorts grincent sous moi. La télé du voisin murmure à travers le mur. Une émission culinaire, tout en bruit joyeux. Je reprends mon téléphone, relis le message de Kyle. Une part de moi veut l'appeler, lui demander pourquoi il fait ça, mais je sais que ça ne changerait rien. À la place, je pose le téléphone face contre la table et je fixe le poster, ses sommets peints brillant faiblement à la lumière de la lampe. Je suis fatigué, pas juste du travail, mais de porter tout ce poids, ce chagrin que je n'arrive pas à nommer. Je me dis que demain est un autre jour, un autre service, une autre chance de construire quelque chose de nouveau.
Je ferme les yeux, le micro-ondes ronronne doucement, et je m'accroche à cette pensée, aussi petite soit-elle, parce que c'est tout ce que j'ai. Je suis au comptoir de la cuisine, enfin, juste une plaque en formica dans mon studio, quand je remarque que mes comptes bancaires saignent. C'est un dimanche, le garage est fermé, je sirote un café instantané en faisant défiler mon téléphone. Le loyer est payé, les courses sont faites, surtout des ramen et des soupes en conserve, mais les chiffres ne collent pas. J'ai été prudent, éviter les dîners avec les gars, acheter seulement le nécessaire. Alors pourquoi mon solde baisse-t-il chaque mois? Je parcours les relevés, le pouce tachant l'écran, et je le vois. Un paiement récurrent, 180 $ chaque mois, intitulé Prêt Auto des Harpers. Le camion de papa. Mon cœur s'arrête, puis confort. Je paie ce camion depuis mes 19 ans, à l'époque où il avait dit que ce serait temporaire. Il n'en a plus jamais reparlé, et moi, je n'ai jamais arrêté. Je pose le téléphone, le café est froid. L'appart est silencieux, juste le bourdonnement du frigo et un klaxon au loin. Je repense à cette époque, à moi tendant l'argent de mon premier salaire du garage, fier d'aider. Papa hochait la tête, disait « Bon boulot, Tom ». Et c'était suffisant. Je ne posais pas de questions. Comme je ne me suis pas interrogé en payant leur Wi-Fi ou le forfait de Kyle. C'est ce qu'on fait pour la famille. Non. Mais maintenant, assis ici, je vois clair. Ils se sont appuyés sur moi, et je les ai laissés faire, invisibles comme un pneu usé. J'attrape ma veste et me rends à la banque, mes jambes bougeant avant que ma tête suive. La guichetière, une femme nommée Doris, me regarde gentiment pendant que j'annule le prélèvement. « Vous êtes sûr ?» demande-t-elle, ses lunettes glissant sur son nez. Je hoche la tête, ma voix ferme. « Oui. J'en ai fini. » En rentrant, l'air est lourd, la pluie approche, mais je me sens plus léger, comme si j'avais retiré un manteau que je ne savais même pas porter. Mais il y a aussi une petite angoisse, un doute persistant. Et si papa ne pouvait pas assumer? Et s'il perdait le camion? Je l'imagine dans l'allée, en train de polir ce vieux Ford comme si c'était son trésor, maman lui apportant un thé glacé les jours de chaleur. Je chasse l'image, shootant un caillou sur le trottoir. Ils m'ont mis à la porte, m'ont traité de parasite. Je ne leur dois plus rien, plus maintenant. Pourtant, la pensée reste là, comme de la graisse sous les ongles, difficile à faire partir. De retour à l'appartement, je m'occupe pour ne pas trop penser. Je lave la vaisselle, plie ma seule bonne serviette. Je jette un œil au poster de montagne, ses sommets nets sous un faux coucher de soleil, et je me demande si papa sait seulement que c'était moi qui payais. A-t-il cru que le camion se payait tout seul? Je ricane, mais ce n'est pas drôle, pas vraiment. J'ai passé des années à les soutenir, mes chèques s'évaporant dans leur quotidien pendant qu'ils me regardaient à peine. Annuler ce paiement, ce n'était pas juste une question d'argent. C'était tracer une ligne, dire que moi aussi, je comptais. Plus tard, je sors faire un tour à l'épicerie du coin, j'ai besoin de prendre l'air. Le caissier, un vieux gars avec une casquette de vétéran du Vietnam, parle de la météo en scannant mon pain et mon lait. L'orage arrive, dit-il en hochant la tête vers le ciel gris. Je souris, mais mon esprit est ailleurs, repassant la question de Doris, le poids de ce paiement annulé. De retour chez moi, je me fais un sandwich avec un pain un peu rassis, et je mange debout, regardant par la fenêtre bloquée. Les premières gouttes de pluie tombent, strient la vitre, et je ressens de nouveau cette douleur sourde dans la poitrine. Ce n'est pas de la colère, mais quelque chose de plus doux, un rugissement étouffé. Je suis libre de leur fardeau, mais ce n'est pas une victoire. C'est comme refermer un livre qu'on ne relira jamais, en sachant que la fin n'était pas celle qu'on espérait. Je m'assieds sur le matelas, la lampe projetant des ombres, et je laisse le bruit de la pluie remplir le silence. Je ne sais pas ce qui vient après. Le boulot demain, peut-être une nouvelle chaise si j'économise assez. Mais une chose est sûre, j'en ai fini de porter ce qui ne m'appartient pas. C'est un petit pas, mais c'est un pas en avant, et c'est suffisant pour l'instant. Je balaie le sol de l'atelier, les poils du balai frottant contre le béton, quand mon téléphone vibre dans ma poche. C'est un après-midi calme, du genre où l'on entend le bourdonnement de l'enseigne au néon dehors. Je garde la tête baissée depuis que j'ai arrêté de payer le camion de mon père, concentré sur le travail, sur cette petite vie que je construis. Mon appartement a maintenant une table d'occasion, un truc bancal acheté pour 10 $, et je dors mieux. Même le goutte à goutte de l'évier est devenu presque rassurant. Mais quand je regarde mon téléphone, mon estomac se serre. C'est une capture d'écran envoyée par Carlos, un des gars de l'atelier. Jenna a posté une photo de maman sur les réseaux sociaux, les yeux rouges, assise à la table de la cuisine où je mangeais autrefois. La légende dit, Tom nous a abandonnés. Il a laissé maman comme ça. Belle famille. Il y a une série de commentaires. Des inconnus me traitent de bon à rien, de sale égoïste. Pire encore. Je laisse le balai contre le mur, les mains moites. L'atelier est vide. Juste moi et la légère odeur d'huile et de caoutchouc.
Je fais défiler la publication, chaque mot comme un coup de poing. Jenna a raconté une histoire où je suis le méchant, celui qui les a lâchés sans raison. Pas un mot sur les factures que j'ai payées, les fuites que j'ai réparées, comment je les ai maintenues à flot. Pas un mot sur maman me criant dessus jusqu'à ce que je parte. Ce sont les commentaires qui font le plus mal, des gens que je ne connais même pas, qui me jugent à coups de mots tranchants. Quel minable, dit l'un. Pauvre maman, ajoute un autre avec un emoji qui pleure. Je veux répondre, leur dire la vérité, mais mes doigts restent figés. Que pourrais-je dire qui ne sonnerait pas comme une tentative désespérée d'être cru? Je range mon téléphone et sors prendre l'air, l'atmosphère est lourde et moite. Le parking est silencieux, juste un chat errant qui file derrière une benne. Je m'assieds sur le trottoir, les coudes sur les genoux, et j'essaie de respirer. Ce n'est pas juste la publication. C'est le poids d'être effacé, transformé en quelqu'un que je ne suis pas. Je pense à la table de maman, celle que j'avais poncée à 16 ans, à nourrir devant sa purée pleine de grumeaux. Est-ce qu'elle a vraiment pleuré ou c'était juste pour la caméra de Jenna? La pensée me tord l'estomac, ce n'est pas vraiment de la colère, plus comme un vide douloureux. De retour à l'intérieur, je n'arrive pas à me concentrer. Pete le remarque, me demande si ça va, mais je hausse juste les épaules et dis « journée difficile ». Il hoche la tête, n'insiste pas, et je lui en suis reconnaissant. Plus tard, je pointe et je vais dans le terrain derrière l'atelier où je bricole une vieille moto, une Yamaha déglinguée que j'ai eue pour pas cher. C'est un tas de rouille, le moteur tout saute, mais c'est à moi de la réparer. Je saisis une clé, je me mets sur le carburateur, le métal froid sous mes doigts. Chaque tour, chaque ajustement, c'est quelque chose que je peux contrôler. La radio de l'atelier passe en sourdine une vieille chanson country sur les pertes et les départs, et je laisse les paroles m'envahir. Cette moto n'est pas parfaite, mais elle est honnête, pas de mensonge à décortiquer. Je travaille jusqu'au crépuscule, le ciel devenant violet sombre. Mes mains sont pleines de graisse, et le moteur qui crache un peu est une petite victoire. Il est plus proche de démarrer. J'essuie mon front, pensant à la publication de Jenna, au visage de maman, à ses commentaires. Oui, ça fait mal, mais ce n'est pas toute l'histoire. Je pense à mon appartement, à la table, à la lumière de la lampe. C'est peu, mais c'est réel, construit de mes propres mains. Je n'ai pas besoin de leur version de moi. Sur le chemin du retour, je passe devant l'épicerie du coin, ses néons clignotants. Le caissier, le vétéran à la casquette usée, me fait signe alors que je prends un soda. On dirait que tu portes le poids du monde, dit-il à moitié en souriant. Je lâche un petit rire. Juste un morceau, je réponds. De retour dans ma chambre, je m'assieds sur le matelas, la télé du voisin diffusant des acclamations de jeux télévisés. Je ne regarde pas de nouveau mon téléphone. Le poste de Jenna peut rester sans réponse. Je suis fatigué, pas du travail, mais de leur poids. De leurs mensonges. Mais en m'allongeant, la moto me revient en tête. Je ressens un frémissement. De l'espoir, peut-être, ou juste de l'obstination. Je continuerai, un boulon à la fois. Je frotte la graisse de mes mains dans l'évier de l'atelier quand mon téléphone sonne, le bruit sec résonne dans le calme du soir. C'est mon père, un nom que je n'ai pas vu sur mon écran depuis que je suis parti, il y a des mois. Mon cœur s'emballe, mais je m'essuie les mains sur un chiffon et je réponds, me dirigeant vers la salle de pause pour être tranquille. Sa voix est rauque, comme s'il avait avalé du gravier. Tom, pourquoi mon camion a été saisi? Pas de salut. Pas de « comment tu vas ?» Juste cette question, lourde comme une clé à molette qu'on laisse tomber. Je m'adosse à la machine à café, son bourdonnement me ramène à la réalité, et je prends une inspiration. J'ai arrêté de le payer, je dis, d'un ton calme bien que mon estomac soit noué. Tu m'as mis dehors, papa. Je ne te dois plus ça. Il y a un silence. Assez long pour que j'entende un chien aboyer chez lui. Peut-être celui du voisin. Je l'imagine dans la cuisine, debout près du frigo à la poignée ébréchée que j'avais réparée l'an dernier. Tu peux pas faire ça, dit-il, la voix qui monte. C'est mon camion, Tom. Je ferme les yeux, l'odeur de café brûlé et d'huile flottant dans la pièce. Je pourrais crier, lui dire que j'ai payé pendant des années pendant qu'il ne disait rien, mais je ne le fais pas. À la place, je garde un ton posé. Je l'ai payé depuis mes 19 ans. Tu ne m'as jamais demandé comment je faisais, tu ne m'as jamais remercié. J'en ai fini avec ça. Il bafouille, les mots s'écrasant les uns sur les autres. C'est pas comme ça que ça marche, la famille, dit-il, comme si c'était une règle que j'avais violée. Je ris presque, mais ça reste coincé dans ma gorge, amer comme du métal. Famille? Je pense au poste de Jenna, au message de Kyle, au cri de maman. Je pense à mon studio, à la table bancale, à la moto que je ramène à la vie. C'est ça que je construis maintenant, pas leur version de la famille. Peut-être pas, je dis. Mais je fais ce que j'ai besoin de faire. Mes mains sont stables maintenant, serrant le téléphone, et je sens quelque chose bouger, comme un boulon qui se met en place. Mon père reprend,
sa voix plus douce, presque désemparée, tu rends les choses difficiles, fiston. Fiston. Le mot fait mal, pas parce que je le veux, mais parce qu'il sonne creux. Comme un vieux pneu usé, sans plus rien à donner. Je jette un œil à l'horloge de la salle de repos, la trotteuse dépasse les 6 heures. J'ai de la vaisselle à faire chez moi, un carburateur à ajuster demain. Je dois y aller, je dis. Pas méchant, juste définitif. Il commence à parler, mais je raccroche. Le silence est plus fort que sa voix. Je sors. Le parking de l'atelier est baigné de la lumière grise du crépuscule. Une brise transporte l'odeur de l'herbe fraîchement coupée de quelque part. Et je reste là, le téléphone dans la poche, à me sentir à vif, mais solide. L'appel de mon père m'a secoué, c'est sûr, mais il ne m'a pas brisé. Je ne suis plus ce gamin qui payait pour être utile. Je rentre chez moi, le trottoir familier sous mes bottes. Et oui, je pensais chaque mot que j'ai dit. Je reprends encore mon souffle après l'appel de mon père. Le parking de l'atelier s'efface doucement dans la pénombre quand mon téléphone vibre à nouveau. C'est maman. Son nom s'affiche comme un signal d'alarme. J'hésite, mon pouce suspendu, puis je décroche, prêt à encaisser. Sa voix craque, aiguë, tranchante. Tom, comment as-tu pu nous faire ça? Ce camion, c'était vital pour ton père. Je marche sur le chemin du retour, mes bottes raclant le trottoir, les lampadaires s'allumant à un. Je ne l'interromps pas. Je la laisse déverser des années de rancune. Tu es en train de nous détruire, dit-elle. Et j'entends Jenna en arrière-plan, qui en rajoute. T'es qu'un monstre, Tom. Tu l'as toujours été. Kyle est là aussi, je le sens, mais il ne dit rien. Comme s'il retenait son souffle. Je m'arrête à l'épicerie du coin, le néon bourdonne. Je m'adosse au mur de briques, le téléphone brûlant contre mon oreille. Je pourrais hurler, énumérer chaque centime dépensé, chaque nuit passée à l'atelier pour qu'ils aient le câble, les courses, le téléphone de Jenna. Mais je ne le fais pas. Ma voix est calme, posée, comme si je parlais à un client. Maman, j'ai payé ce camion pendant des années. Le Wi-Fi, les factures, tout. T'as jamais dit merci. Tu m'as traité de parasite, tu m'as foutu dehors. J'ai fini de vous porter. Un silence tombe. Lourd. Comme l'air juste avant un orage. J'entends une chaise grincer. Peut-être que maman s'assoit. Jenna marmonne quelque chose que je ne saisis pas. Je me décolle du mur et continue de marcher. Les lumières des magasins s'estompent derrière moi. Maman tente encore, plus douce cette fois, presque suppliante. On est une famille, Tom. On ne lâche pas la famille. Je pense à mon studio, à la table bancale, à la moto qui a toussé avant de rugir la semaine dernière. C'est ça, ma famille maintenant. Des choses que j'ai construites, pas quémandées. La famille, ça se voit, je dis. Et vous, vous m'avez jamais vu. Je suis devant mon immeuble, le buzzer grésille pendant que je me laisse entrer. Je raccroche avant qu'elle réponde. Un clic sec, comme une porte qui se verrouille. Dedans, je m'affale sur le matelas. La lampe projette un cercle de lumière chaude contre le mur. La télé du voisin bourdonne, un vieux jeu télévisé, les rires enregistrés au loin. Mes mains tremblent, pas de peur, mais d'autre chose. Comme si un poids s'était soulevé. Je repasse leur voix en boucle. La détresse de maman, le venin de Jenna, le silence de Kyle. Ils voulaient que je m'écrase, que je m'excuse. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit ma vérité. Simplement. Et ça m'a fait l'effet de me relever après une très longue chute. Je prends un soda dans le frigo, la canette glacée me réveille un peu, et je m'installe près de la fenêtre, regardant les phares percer l'obscurité. Je ne suis pas en colère. Plus maintenant. C'est plus calme. Plus triste, aussi. Comme quand une chanson qu'on aimait nous échappe. Mais je suis là, dans mon propre espace. Et ça, ils ne peuvent pas me l'enlever. Demain, je serai de retour à l'atelier, une clé à la main, en train de construire ce qui m'appartient. Ça fait 6 mois que j'ai raccroché au nez de maman. Et la douleur est toujours là, pas complètement partie. Mais plus douce. Comme une radio en sourdine au fond de la pièce. Mon studio est devenu un foyer. Petit, mais à moi. La table bancale a maintenant un cactus dessus et je l'ai pas encore tué. La moto est finie. Le chrome brille sous les lumières de l'atelier, et quand je roule sur les routes de campagne, le vent qui me fouette donne l'impression de voler. Je n'ai plus trop de nouvelles de ma famille. Papa a envoyé un texto une fois, vague, genre « on devrait parler ». Je ne l'ai pas ouvert. Par Carlos, j'ai su que Jenna avait vu que son poste ne m'avait pas détruit. Et maman dit aux gens que je suis parti de mon plein gré. Kyle, c'est le plus étrange. Pete l'a croisé au traiteur, il avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais il s'est tu. Moi, le silence me va. L'atelier, c'est mon ancrage. Pete, Carlos et Ray sont plus que des collègues maintenant. Ce sont les gars qui sont là. Ceux qui restent. On fait des barbecues derrière l'atelier les jours calmes.
On rigole des blagues pourries de Ray. J'ai une routine, boulot, moto, un nouveau projet peut-être, une table basse la prochaine fois. Mon frigo contient plus que des nouilles instantanées, parfois un steak quand je me fais plaisir. La semaine dernière, j'ai réparé le robinet. Un petit truc, mais qui m'a rendu fier. Je ne suis pas riche, mais je suis stable. Je construis une vie qui me ressemble. Pas la leur. La nuit, c'est là que je pense le plus. Je suis assis près de la fenêtre, la lampe allumée, la télé du voisin bavardant en fond. Je revois la cuisine de maman, la table que j'avais poncée, la radio de papa qui grésille pendant un match de baseball. Je me demande s'il me manque. Ou si je ne suis qu'une histoire qu'il raconte autrement maintenant. Ça fait mal, oui. Mais ce n'est plus tranchant. Moi aussi j'ai des histoires. Comment la moto a rugi pour la première fois? Comment Pet m'a tapé dans le dos quand j'ai eu une augmentation? Ces histoires-là comptent plus. J'ai compris que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui t'ont vu naître, c'est ceux qui restent, qui te voient vraiment. J'ai passé des années à courir après leur amour, à croire que mes chèques le mériteraient. J'avais tort. L'amour, ce n'est pas un bilan comptable. C'est un choix. Et ils ont choisi de ne pas me voir. Être mis à la porte a cassé quelque chose. Mais ça a aussi construit autre chose. J'ai trouvé ma valeur, pas dans leurs mots, mais dans mes mains. En réparant des moteurs, en plantant des cactus, en roulant libre. Je ne suis pas parfait. Certaines nuits, je rejoue ce que j'aurais pu dire. Mais je vis enfin dans un endroit où je ne suis pas invisible. À tous ceux qui portent trop, écoutez bien, vous êtes suffisants. Lâcher prise, c'est dur. Mais c'est comme ça qu'on trouve sa propre route. Et ça vaut chaque pas. Je m'adosse, le cactus attrape la lumière, et je souris. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour savoir que je vais bien. J'ai mes clés, ma moto, mes journées. C'est assez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La famille peut être un lieu d'amour ou une source de douleur profonde. Si vous vous êtes déjà senti maltraité ou négligé par ceux qui auraient dû vous aimer, partagez votre histoire en commentaire. Vous ne savez jamais qui a besoin de l'entendre.